Anna dormait profondément, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller, un bras écarté et l'autre serrant Ted, son ours en peluche, contre sa poitrine. Sa respiration était lente et paisible, ses lèvres remuant par moments comme si elle murmurait à quelqu'un dans ses rêves. Owen se tenait silencieusement sur le seuil, un léger soupir s'échappant tandis qu'il contemplait le spectacle. Elle était enfin en sécurité, après tant d'incertitudes. Cette vérité lui apporta un étrange soulagement, une chaleur qui s'installa dans sa poitrine. Au lieu de retourner dans son lit, il se dirigea vers le fauteuil de lecture dans le coin, celui où il s'asseyait chaque soir pour lui lire et s'y laissa doucement tomber. Son regard ne quittait pas son corps endormi. Elle murmura quelque chose dans son sommeil, puis se figea. La lueur de la veilleuse effleurait son visage, projetant des ombres délicates sur ses pommettes et adoucissant la courbe de sa mâchoire. Ses cils semblaient incroyablement longs. Owen sentit quelque chose de profond et d'inconnu s'agiter en lui, une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. C'était plus que de l'amour. C'était quelque chose de tendre mais de lourd, un mélange d'émerveillement, d'espoir et de peur. Il réalisa avec une clarté saisissante qu'il était terrifié à l'idée de la perdre. Pas seulement à cause du système ou d'un parent éloigné. Mais à cause du temps. À cause de la maladie. À cause de la cruelle imprévisibilité de la vie. Il repensa aux examens qu'il avait reportés, aux rendez-vous qu'il avait ignorés. Il s'était convaincu de la protéger, de l'épargner. Mais maintenant, en la regardant dormir, il comprit la vérité. Il s'était caché d'elle et de lui-même. Il ne pouvait plus se permettre de se cacher. Elle avait besoin de lui. Et il devait être assez fort pour la protéger. Dans son sommeil, elle bougea légèrement, serrant son ours en peluche contre elle et souriant faiblement, comme si son rêve était bien meilleur que le monde éveillé. Owen cligna des yeux pour réprimer la soudaine brûlure dans ses yeux. Il ne s'était jamais imaginé ici. Un père. Un protecteur. Un homme dont le rythme cardiaque s'accélérait non pas aux fluctuations du marché, mais au rire d'un enfant. Il avait choisi la solitude pendant des décennies, convaincu que l'amour était un risque inutile. Que la famille était une distraction. Que les enfants apportaient des complications, pas de la joie. Mais il avait eu tort. Tellement tort. Cet enfant, cette fille rencontrée par hasard par une nuit glaciale avait tout changé. Elle avait transformé son monde. Les murs autrefois stériles de sa maison étaient désormais couverts de peintures aux doigts et d'étoiles autocollantes. Les couloirs ne résonnaient plus du vide, mais des rires et des questions sans fin. Sa paisible demeure était devenue un foyer. Et le changement en lui était plus profond qu'il ne pourrait jamais l'exprimer. Il avait bâti un empire de verre et d'acier, mais cette petite fille lui avait montré ce que signifiait vivre véritablement. Ce n'était pas une question de patrimoine ou d'actionnaire. C'était une question de crêpes le dimanche matin. De chaussures lacées pour la première fois. De promesses scellées avec confiance et amour. Elle remua de nouveau, poussant cette fois un léger soupir qui lui transperça la poitrine. Elle lui faisait entièrement confiance. En échange, il avait fait un vœu silencieux, il ferait tout ce qu'il pourrait pour rester avec elle aussi longtemps qu'il le pourrait. Il appuya sa tête contre le dossier de la chaise, se laissant bercer par le silence, la peur toujours présente, mais moins forte que la détermination qui ancrait désormais son cœur. À l'aube, il a pris le téléphone et a passé l'appel qu'il redoutait depuis des mois. Cabinet du docteur Harris. Bonjour. Ici Owen Forney. Je dois prendre rendez-vous. Au plus vite. Monsieur Forney, répondit la réceptionniste d'un ton changeant. Nous essayons de vous joindre. Le médecin nous a demandé de reporter vos examens de suivi. Le silence d'Owen était empreint de culpabilité. Il avait esquivé chaque appel, chaque rappel, espérant ainsi retarder la révélation de la vérité. Nous avons une ouverture demain à 10 heures du matin. Est-ce que ça vous conviendrait? Oui, dit-il. Je serai là. Il raccrocha et fixa longuement la photo d'Anna sur son bureau. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin de temps. Et il devait s'assurer qu'elle serait en sécurité, quoi qu'il arrive. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit en grinçant et Anna jeta un coup d'œil à l'intérieur, déjà habillée pour l'école, son sac à dos lumineux posé sur ses épaules. Il est temps, dit-elle en entrant. Puis ses yeux se plissèrent. Tu as l'air triste. Son honnêteté le désarmait toujours. J'ai rendez-vous chez le médecin demain, admit-il en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux.
Rien de grave. Juste un contrôle. Est-ce le cardiologue? Demanda-t-elle. Il cligna des yeux. Comment le savais-tu? Je t'ai entendu parler à Martha. Et tu as toujours l'air triste quand tu prends tes médicaments. Son cœur lui faisait mal. Oui. C'est le cardiologue. Mais ça ira. Puis-je venir avec toi? Pas cette fois. Martha restera avec toi. Mais après, on fera quelque chose d'amusant. Rien que nous. Anna étudia son visage comme si elle cherchait des fissures dans la vérité. D'accord, dit-elle enfin. Mais tu dois me promettre de revenir. Il tendit son petit doigt. Je promets que je ferai de mon mieux. Elle a verrouillé son petit doigt avec le sien, scellant ainsi le vœu. Le lendemain matin, il la déposa à l'école et se rendit seul à la clinique. La salle d'attente était exactement comme dans ses souvenirs. Trop familière. Les mêmes magazines, le même silence. Après les tests de routine, il a été conduit dans le bureau du docteur Harris. Le médecin sourit et lui tendit la main. Owen, content de te voir. On était inquiet. J'ai été distrait. Le médecin ouvrit un épais dossier et ajusta ses lunettes. Tu n'as jamais manqué de rendez-vous auparavant. Owen n'a pas répondu. Puis le docteur Harris leva les yeux, une expression étrange dans ses yeux. Eh bien, dit-il, je suis surpris. Le cœur d'Owen s'arrêta. Surpris? Votre état s'est stabilisé, a-t-il déclaré. En fait, plusieurs indicateurs montrent une amélioration. Owen regarda fixement, incapable de saisir les mots. Qu'est-ce que cela signifie? Le médecin a retourné les dossiers. Votre cardiomyopathie n'a pas progressé. Elle a même légèrement régressé. Votre fonction cardiaque est plus forte. La réponse aux médicaments est excellente. Les résultats des tests d'effort sont supérieurs à vos attentes. Même votre taux de cortisol a considérablement diminué. Owen déglutit difficilement. Combien de temps ai-je? Le docteur Harris ôta ses lunettes et marqua une pause. Et juste comme ça, une porte qu'Owen pensait se fermer a commencé à s'ouvrir à nouveau, juste une fissure, mais suffisante pour que l'espoir s'y glisse. Qui est le responsable ici? Demanda Logan, ignorant l'avertissement. Je suis le contremaître, Frank Miller. Que voulez-vous? Logan désigna les deux filles, maintenant figées sur place avec une brique entre elles. Que font ces enfants à transporter des briques? Quel âge ont-ils? 7? 8? Frank Miller regarda les jumeaux, puis de nouveau Logan. Ils sont venus demander du travail. Ils avaient besoin d'argent pour se nourrir. Et vous pensiez qu'il était normal de laisser les enfants porter de lourdes charges? Avez-vous une idée des effets que cela a sur leur corps? Leur dos? Leurs bras? La voix de Logan était basse, ferme, mais elle portait une autorité acérée qui fit instinctivement reculer Frank Miller. Dois-je fermer les yeux? Les enfants ne devraient pas avoir à travailler pour se nourrir. Cette fois, la voix de Logan s'éleva suffisamment fort pour que tout le monde sur place l'entende. C'est mal. C'est illégal. C'est inhumain. Sans attendre de réponse, Logan s'avança vers les filles. Elles restèrent immobiles, observant tout d'un œil vigilant et prudent. En approchant, il remarqua leur petite taille. Leurs yeux, identiques par leur forme et leur teinte, exprimaient plus que de la peur, une conscience silencieuse et calculatrice. Logan s'agenouilla pour les regarder à leur hauteur. Il leur offrit un sourire, s'efforçant de paraître aussi doux et discret que possible. « Bonjour, je m'appelle Logan. »« Comment vous appelez-vous » Les filles échangèrent un regard. Celle de gauche répondit la première. « Je m'appelle Hazel. » Elle s'appelle Marley. « Ravi de vous rencontrer, Hazel et Marley. »« Vous travaillez ici depuis longtemps ?»« Depuis ce matin, » dit Marley, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Logan regarda leurs mains. Elles étaient rouges, meurtries, avec des cloques qui commençaient à apparaître. « Avez-vous faim ?» Ils n'ont pas répondu, mais leurs yeux ont tout trahi. « Viens avec moi, » dit Logan en leur tendant doucement les mains. « Je t'emmène manger quelque chose. » Pourtant, les filles ne bougeaient pas. Hazel s'avança légèrement, protégeant sa sœur avec son corps.
Nous ne vous connaissons pas. Logan hocha la tête. Bien. C'était intelligent. Ils étaient prudents. Tu as raison de ne pas faire confiance aux gens tout de suite. Mais je te promets que je veux juste aider. Il y a un restaurant juste au coin de la rue. Tu peux manger ce que tu veux. Et après, tu pourras décider si tu veux plus d'aide ou pas. Qu'en penses-tu? Hazel regarda Marley. Elles eurent une conversation silencieuse, le genre de conversation qui ne nécessitait pas de mots. Après quelques secondes, Hazel se tourna vers Logan. D'accord. Mais on reste ensemble. Bien sûr, Logan était d'accord. Vous restez toujours ensemble, n'est-ce pas? Hazel hocha la tête. Il y avait quelque chose dans son regard comme du soulagement d'être vu qui fit déglutir Logan avec difficulté. Il se leva et attendit qu'il laisse tomber la brique. Frank Miller les regarda partir sans rien dire. Logan lui lança un dernier regard perçant et froid avant d'emmener les filles, une de chaque côté. Les gens sur le trottoir se retournèrent pour le regarder. Un homme impeccable marchant avec 2 enfants salés en haillons, ce n'était pas quelque chose qu'il voyait tous les jours. Logan s'en fichait. Il les emmena au restaurant du coin, un endroit modeste avec des tables en formica usé et des banquettes en vinyle craquelé. L'air sentait le vieux café et la graisse de friteuse. La serveuse, une femme fatiguée avec un chignon noué à la hâte sur la tête, s'est approchée rapidement. « Une table pour 3 ?» demanda-t-elle en regardant les filles avec curiosité. « Oui, s'il vous plaît, » dit Logan. « Quelque chose à l'arrière, plus intime si possible. » Elle les conduisit vers un box, loin des fenêtres. Logan laissa les filles s'asseoir où elles le souhaitaient. Elles se glissèrent du même côté du box, épaule contre épaule. « Que voulez-vous manger ?» demanda Logan en leur tendant les menus. Hazel étudia attentivement les siennes. Marley aussi. Logan observa leurs yeux parcourir les images. Au moins, il pouvait lire suffisamment pour comprendre ce qu'il voyait. « Pouvons-nous commander tout ce que nous voulons ?» demanda Hazel, prudente. « Bien sûr. N'importe quoi. » Au retour de la serveuse, Hazel commanda 2 hamburgers avec des frites et 2 milkshakes au chocolat. Logan ne demanda que du café. Pendant qu'elles attendaient, un silence pesant régnait. Les filles jetaient des coups d'œil autour d'elles, suivant chacun de leurs mouvements. Toujours vigilantes. Toujours attentives. Logan les observa, remarquant la synchronisation de leurs mouvements. Leur façon de penser semblait converger. Communiquer sans mots. « Vous êtes jumeaux, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Identiques ?» Oui, dit Hazel. Né le même jour. Quel âge as-tu? 7. Logan sentit une tension se former dans sa poitrine. 7 ans. Des enfants aussi jeunes ne devraient jamais transporter des briques. Ils ne devraient jamais avoir l'air aussi méfiants, aussi expérimentés dans les épreuves. La nourriture est arrivée. Les filles fixaient les assiettes. Logan s'attendait à ce qu'elles plongent. Mais elles ne le firent pas. Elles se regardèrent, puis le regardèrent, demandant la permission. « Tu peux manger, » dit-il doucement. « C'est tout pour toi. » Ils commencèrent lentement, presque cérémonieusement. Mais la faim prit vite le dessus. Grosse bouchée. Gorgée rapide. Comme si la nourriture allait disparaître avant qu'ils aient fini. Logan ne dit rien. Il sirota son café et leur laissa de l'espace. Lorsqu'ils eurent enfin fini leurs assiettes, il remarqua un léger changement. Leur visage semblait moins pâle. Une pointe de satisfaction perçait sur leurs joues, une légère rougeur. « C'était bien ?» « Oui, » dit Marley. Ses premiers mots directs à son égard. « Merci. »« De rien. »« Vous voulez autre chose ?» Ils se regardèrent. Cette conversation silencieuse recommença. « Non, merci, » dit Hazel. « On est complet. » Logan hocha la tête. Il était temps de poser des questions plus sérieuses. « Est-ce que tu as des parents? Quelqu'un qui prend soin de toi? » Les filles étaient silencieuses. « Ils sont morts, » dit Hazel calmement. « Nous sommes dans la rue depuis longtemps. »« Moi aussi » ajouta Marley. « On est fatigués. On prend soin les uns des autres. » Logan attendait l'émotion.
des larmes. Un tremblement. Mais rien ne vint. Leur façon de parler de la mort et de la survie était la même que celle dont la plupart des gens parlent de la météo. Ils avaient répété cela. Ils avaient appris quoi dire. Comment le dire. Quoi révéler. Quoi protéger. Je suis désolé, dit Logan. Et il le pensait profondément. Avez-vous de la famille? Des tantes, des oncles, des grands-parents? Non, dit Hazel. Juste nous. Où dors-tu? On trouve des endroits, répondit Marley. Un banc dans le parc. Un espace entre deux bâtiments. Une vieille femme nous donne parfois du pain. Quand il fait froid, on utilise du carton, ajouta Hazel. Ça garde la chaleur. Et on reste ensemble. Leur voix était neutre. Leur savoir était bien plus ancien que leur âge. Et Logan sentit quelque chose changer en lui. Quelque chose de définitif. Aimeriez-vous avoir un endroit où loger? Un endroit chaleureux et sécuritaire? Ils n'ont pas répondu tout de suite. Pas pressés. Pas joyeux. Juste une question. Quel genre d'endroit? Demanda Hazel. Ma maison, répondit Logan. J'habite un grand appartement. Il y a des chambres libres. Tu pourrais y rester. Y avoir des lits. De la nourriture. Des vêtements propres. Pourquoi? Demanda Marley d'un ton sincèrement perplexe. Pourquoi nous aider? La question le prit au dépourvu. Pourquoi? Il ne savait pas quoi répondre. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas calculé. Parce que vous êtes des enfants, dit-il. Et les enfants devraient avoir un foyer. Ils devraient avoir quelqu'un pour prendre soin d'eux. Pas travailler sur le chantier. Pas dormir sur des bancs. Encore une fois, l'échange silencieux entre eux. Que voudrais-tu en échange? Demanda Hazel. Et cette fois, il y avait une dureté dans sa voix. De celle qui brisait le cœur de Logan. Rien, dit-il fermement. Absolument rien. Tu restes aussi longtemps que tu veux. Si tu n'es pas à l'aise, tu es libre de partir. Je ne t'en empêcherai pas. Ils n'avaient pas l'air convaincus. Logan ne les blâmait pas. Ils n'étaient pas habitués à aider. Ils n'étaient pas habitués à faire confiance. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que la gentillesse soit gratuite. Écoute, dit-il en se penchant légèrement. Je comprends. Tu ne me connais pas. Tu n'es pas obligé de me faire confiance. Mais juste pour ce soir, tu ne voudrais pas un vrai lit? Une douche chaude? Un repas chaud? Demain, tu peux partir si tu veux. Je ne te forcerai pas à rester. Hazel regarda les mains meurtries de Marley, puis les siennes. Elle regarda leurs vêtements. Le sol. Puis elle regarda Logan. Pas d'espoir. Pas vraiment. Mais l'idée que l'espoir pourrait exister. Juste pour ce soir, dit-elle. Juste pour ce soir, Logan accepta, sachant que ce n'était pas vrai. Il savait que tout avait changé dès qu'il les avait vus porter des briques. Il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Il a appelé la serveuse, a payé l'addition et s'est levé. Les filles le suivirent, toujours ensemble, toujours prudentes, mais prêtes à faire un pas vers l'inconnu. Lorsqu'elles quittèrent le restaurant, le soleil de l'après-midi brillait de mille feux. Logan jeta un coup d'œil aux deux petites silhouettes à côté de lui, sales, meurtries, fatiguées, mais pourtant entières, fortes. Allons-y, dit-il en leur tendant les mains. Après un instant d'hésitation, chacune en prit une. Leurs mains étaient petites, calleuses et chaudes. Logan les serra doucement, ressentant le poids de cette nouvelle responsabilité, l'engagement discret mais profond qu'il venait de prendre. Ils marchaient ensemble sur le trottoir, se dirigeant vers une vie qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques heures plus tôt. L'appartement de Logan occupait les 2 derniers étages de l'un des immeubles les plus élégants de la ville. Lorsque l'ascenseur privé déboucha directement sur son salon, Hazel et Marley restèrent figés sur le seuil, ne sachant que faire. « Entrez », dit doucement Logan. « C'est ici que j'habite. » Les filles entrèrent prudemment, comme dans un rêve. Le parquet ciré brillait si fort qu'elles pouvaient s'y refléter. De grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits de la ville.
Un mobilier élégant occupait l'espace, la plupart semblant intacts. C'est très grand, murmura Marley à sa sœur. Logan l'entendit et sourit doucement. Oui, trop grand pour une seule personne, répondit-il. Viens, je vais te montrer où tu logeras. Il les conduisit par un large couloir jusqu'à une chambre calme avec 2 lits jumeaux. La pièce, comme le reste de l'appartement, était minimaliste mais chaleureuse. Mur blanc, literie bleu clair, une grande fenêtre donnant sur le parc de la ville. Ce sera ta chambre si tu la veux, dit Logan. La salle de bain est derrière cette porte. Serviettes propres, savon, shampoing, tout ce dont tu auras besoin. Les filles regardèrent autour d'elles avec un mélange d'admiration et d'incertitude. Elles touchèrent les meubles avec précaution, presque comme si elles craignaient d'abîmer quelque chose d'aussi impeccable. « Veux-tu prendre une douche ?» demanda Logan. « Ensuite, on verra ce qu'on va manger. » Ils échangèrent un regard et hochèrent la tête. Logan leur montra comment faire fonctionner la douche, régler la température de l'eau et déposer 2 serviettes douces sur le lavabo. « Je te laisse. Je serai au salon si tu as besoin de quoi que ce soit. » Après son départ, les filles restèrent immobiles un instant. Tout semblait trop propre, trop calme, trop spacieux. « Tu crois qu'il est en sécurité ?» demanda Marley dans un murmure. Hazel haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais on peut partir si besoin. » Ils entrèrent ensemble dans la salle de bain, verrouillèrent la porte et s'autorisèrent enfin à expirer. De la vapeur commença à monter lorsqu'Hazel ouvrit le robinet. De l'eau chaude jaillit du robinet en abondance, une sensation qu'ils n'avaient pas ressentie depuis si longtemps qu'ils en avaient presque oublié la sensation. Pendant ce temps, Logan sortit son téléphone et passa un appel. « Tessa, c'est Logan. J'ai besoin que tu viennes demain matin. » « Oui, je sais que c'est ton jour de congé, mais c'est urgent. J'ai 2 enfants ici. Des jumeaux. 7 ans. Longue histoire. Ils ont besoin de vêtements. Ils ont besoin de tout. Non, ils ne sont pas à moi. Je les ai rencontrés aujourd'hui. Ils travaillaient sur un chantier. Oui, je sais. Je t'expliquerai tout demain. Apportez simplement ce dont les petites filles de 7 ans pourraient avoir besoin. Merci, Tessa. Il raccrocha, s'assit sur le canapé et se passa les mains sur le visage. Que faisait-il? Il avait accueilli 2 enfants inconnus chez lui sans réfléchir aux conséquences juridiques, ni même à aucune conséquence, en réalité seulement à ses yeux qui en avaient trop vu. Une demi-heure plus tard environ, les filles sortirent de la salle de bain. Elles étaient propres, les cheveux mouillés et collés à leurs joues. Mais elles portaient toujours les mêmes vêtements sales. Elles n'avaient rien d'autre. Sans cette saleté, leur visage affichait des traits délicats, une peau pâle et des cernes trop profonds pour des enfants de leur âge. « Rassure-toi, » demanda Logan. Ils acquiescèrent. « Allez, allons voir la cuisine. » La cuisine, comme le reste de l'appartement, était impeccable et visiblement peu utilisée. Logan ouvrit le réfrigérateur et trouva quelques boîtes de plats à emporter, du lait, des œufs et des fruits. « Je ne suis pas très doué en cuisine, » admit-il. « Mais je peux faire des sandwichs, ou on peut commander quelque chose. »« Des sandwichs, c'est bien, » répondit Hazel. Logan disposa du pain, du fromage, du jambon, de la mayonnaise et des légumes. Il commença à préparer les sandwichs. À sa grande surprise, Hazel s'avança. « Puis-je aider ?»« Bien sûr, » dit-il en lui tendant un couteau pour tartiner la mayonnaise. Marley garda ses distances, son regard scrutant tout. Elle observa Logan, comment il préparait le repas, comment il les regardait quand il pensait qu'il ne le regardait pas. Elles mangèrent sur l'îlot central, perchées sur de hauts tabourets. Les filles mangèrent lentement, savourant chaque bouchée, même si elles avaient déjà déjeuné. Logan se demanda depuis combien de temps elles n'avaient pas mangé 2 repas complets en une seule journée. « Êtes-vous fatigué ?» demanda-t-il après qu'ils eurent fini. Hazel secoua la tête. « D'habitude, on se couche plus tard. »« Bon, on pourrait regarder un film si tu veux. » Les filles semblaient intriguées. Logan les conduisit au salon et alluma la télévision, faisant défiler les options de streaming. « Quelles sont vos préférences ?» Ils échangèrent des regards hésitants. « On ne regarde pas vraiment la télé, » dit Marley. « Oh, » dit Logan, soudain gêné.
Bien sûr. Et celle-ci? Ça parle d'une famille de super-héros. Les filles s'installèrent sur le canapé, gardant toujours une distance de sécurité avec Logan. Pendant la projection du film, il les observa du coin de l'œil. Au début, elles étaient tendues, puis leurs expressions commencèrent à changer, curieuses, concentrées. Elles ne riaient pas au passage drôle, mais leurs yeux s'illuminaient pendant les scènes d'action. Au générique, il était plus de 22 heures. C'est l'heure d'aller au lit, dit doucement Logan. Je vais vous aider à faire vos lits. Dans la chambre, il sortit des draps et des couvertures propres. Les filles l'aidèrent à faire les lits, pliant les coins avec une efficacité discrète, comme elles l'avaient fait maintes fois auparavant, probablement dans des refuges ou des endroits qui ne duraient jamais longtemps. Il y a une salle de bain juste là, dit-il en pointant du doigt. Je suis au bout du couloir si vous avez besoin de quoi que ce soit ce soir. Ils acquiescèrent silencieusement. Bien. Bonne nuit, alors. Bonne nuit, dirent-ils ensemble. Logan laissa la porte entr'ouverte pour laisser passer un peu de lumière du couloir. Il retourna au salon, prit son téléphone et commença à appeler des avocats. Il avait besoin de comprendre ses options, tutelle temporaire, procédure d'adoption. Mais alors même qu'il discutait des démarches juridiques, ses pensées revenaient sans cesse à ses deux jeunes enfants, endormis dans des lits inconnus, dans un endroit trop silencieux pour être confortable. Vers 3 heures du matin, Logan fut réveillé par un cri perçant. Il se redressa brusquement et se précipita vers la chambre des filles. Marley s'assit dans son lit, haletante, le regard hagard. Hazel la serra contre elle, murmurant des mots qu'il ne comprenait pas. Que s'est-il passé? Demanda Logan depuis l'embrasure de la porte, en prenant soin de ne pas les effrayer. Cauchemar, dit doucement Hazel, sans quitter sa sœur du regard. Elle a rêvé que nous étions piégés. Logan entra dans la chambre et s'assit au bord de l'autre lit. Tout va bien, Marley. Tu es en sécurité ici. Marley le regarda, puis Hazel, puis parcourut la pièce sombre. C'est trop calme, murmura-t-elle. Dans la rue, il y a toujours du bruit. Ici c'est comme si c'était la fin du monde. Logan n'y avait jamais pensé. Le silence qu'il chérissait devait être étouffant pour des enfants élevés dans le bruit de la rue. La sécurité des portes closes pouvait ressembler à une cage pour quelqu'un habitué à dormir à la belle étoile. « Tu veux que je laisse le son » demanda-t-il. « De la musique, peut-être. » Marley secoua la tête. « Non, laisse juste la porte ouverte. » « Bien sûr, dit Logan. Je laisserai toutes les portes ouvertes. Je resterai ici jusqu'à ce que tu t'endormes. Il ne savait plus quoi dire. Il n'avait aucune expérience avec les enfants, surtout pas avec ceux qui avaient vu ce que ces deux-là avaient vu. Alors, il resta simplement silencieux, immobile, présent. Peu à peu, la respiration de Marley se calma. Hazel la serrait dans ses bras, fredonnant quelque chose de si doux qu'il dépassait à peine le silence. Une berceuse, peut-être. Un souvenir de leur mère. Logan l'ignorait, mais imaginer tout ce qu'ils avaient perdu lui faisait mal. Lorsqu'ils s'endormirent enfin, Logan ne retourna pas dans sa chambre. Il tira une couverture du placard et se blottit dans le fauteuil du coin. Il resterait là, au cas où. Parce que quelque chose en lui disait que c'était précisément là, maintenant, qu'il était censé être. Le lendemain matin, Tessa arriva tôt, portant plusieurs sacs de courses. Tessa était le bras droit de Logan depuis des années, mi-femme de ménage, mi-assistante, mi-amie de confiance. Une femme d'une 50aine d'années, pragmatique, aux cheveux gris courts et à l'attitude pragmatique capable de déstabiliser même les PDG les plus sûrs d'eux. « Où sont-ils » demanda-t-elle dès qu'elle entra. Encore endormi, Logan répondit d'une voix rauque de fatigue. Ils ont eu une nuit difficile. Tessa lui lança un regard noir. Tu as l'air horrible. Merci. Je vais faire du café, dit-elle en se dirigeant vers la cuisine. En attendant, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Logan la suivit et, tandis qu'elle se déplaçait dans la cuisine pour préparer le café, il raconta tout, le chantier, les filles portant des briques, la conversation au restaurant et la décision soudaine de les ramener à la maison. Tessa l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle lui glissa une tasse de café. Je vois. Vous, un homme célibataire sans expérience avec les enfants, avez décidé de ramener chez vous 2 enfants des rues.
Oui. Sans penser aux conséquences juridiques, sociales ou émotionnelles. Oui. Tessa hocha lentement la tête. Bien. Logan cligna des yeux, surpris. Bien? Oui, bien. Tu as enfin fait quelque chose d'impulsif qui n'implique pas l'acquisition d'une entreprise ou d'une île. Quelque chose d'humain. Elle a pris une gorgée de café. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne sais pas, admit Logan. J'ai une réunion du conseil d'administration aujourd'hui. Je ne peux pas la manquer. J'ai pensé que tu pourrais rester avec eux. Les aider à s'installer. J'ai commandé des vêtements en ligne hier soir, ils devraient arriver aujourd'hui. Et j'ai appelé mon avocat pour examiner les options juridiques. Et à long terme? Logan hésita. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas les renvoyer dans la rue, Tessa. Non, tu ne peux pas, acquiesça TL. Bon, allons-y étape par étape. Je resterai avec eux aujourd'hui. On essaiera d'établir une routine, de comprendre ce dont ils ont besoin. Tu t'occuperas des aspects juridiques de ton empire. À ce moment précis, un léger bruit les fit se retourner. Hazel et Marley se tenaient à l'entrée de la cuisine, les observant avec de grands yeux prudents. Bonjour, dit Logan avec un doux sourire. Voici Tessa. Elle reste avec toi aujourd'hui pendant que je vais travailler. Tessa s'approcha et se pencha légèrement, les rencontrant au niveau des yeux. Bonjour, Hazel et Marley. Logan m'a parlé de vous. Je suis ravi de vous rencontrer. Les filles ne parlèrent pas. Elles hochèrent simplement la tête. Leurs yeux scrutèrent Tessa attentivement, comme pour lire dans son âme. Tu dois avoir faim, dit-elle en se tournant vers le fourneau. Que dirais-tu de crêpes au petit déjeuner? Pendant qu'elle cuisinait, Logan observait les filles bouger. Hazel reconnaissait la cannelle avant même qu'elle ne soit ajoutée à la pâte. Marley observait Tessa avec une attention perçante. Après le petit déjeuner, Logan dut se préparer. Il enfila son costume sur mesure, prit sa serviette et consulta ses emails. C'était sa routine matinale habituelle, mais quelque chose avait changé. Il pouvait sentir leurs yeux le suivre, traquant chacun de ses mouvements. Je reviendrai en fin d'après-midi, dit-il à la porte. Tessa prendra bien soin de toi. Tu reviens vraiment? Demanda Marley. Sa voix n'était pas suspecte, juste légèrement incertaine, comme quelqu'un trop habitué à être laissé pour compte. Je le ferai, promit Logan, sentant le poids de ses mots. C'est ma maison. Et maintenant, c'est la tienne aussi. Aussi longtemps que tu voudras y rester. Les filles ne sourirent pas. Elles ne manifestèrent ni soulagement ni gratitude. Elles hochèrent simplement la tête, attendant de voir si sa promesse serait tenue. Alors que Logan se rendait au bureau, il se surprit à penser à eux. Comment s'adaptait-il? Se sentirait-il en sécurité? Tessa gagnerait-elle leur confiance? Lors de la réunion du conseil d'administration, ils discutaient de l'acquisition d'une nouvelle start-up. En temps normal, Logan se montrait très concentré, vif et décisif. Mais ce jour-là, son esprit s'égarait. Logan, qu'en penses-tu? La voix du directeur financier le fit réagir. Pardon, pourriez-vous répéter cela? Tout le monde le regarda avec surprise. Logan Hart n'avait jamais besoin qu'on lui répète les mêmes choses. Il avait toujours une longueur d'avance. Toujours vigilant. Toujours maître de lui. Mais pas aujourd'hui. Quelque chose avait changé. Le temps avait changé de rythme. Il ne se limitait plus aux bénéfices trimestriels et aux parts de marché. Il s'écoulait désormais par de plus petites choses, 2 filles mangeant des crêpes, le bruit d'une porte qui s'ouvre la nuit, le sentiment d'avoir tenu une promesse. Lorsqu'il rentra enfin à 19h, l'appartement était chaud et paisible. Tessa était assise dans le salon, pliant quelques-uns des nouveaux vêtements arrivés. Les filles étaient par terre. Hazel dessinait dans un carnet. Marley les observait en silence. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Logan en laissant tomber sa serviette sur le canapé. « Productif, répondit Tessa. Nous avons acheté quelques affaires essentielles et exploré l'appartement. Hazel a du talent, nous l'avons découvert aujourd'hui. » Logan s'approcha pour voir le dessin. C'était un portrait de Tessa, étonnamment détaillé pour une enfant de 7 ans. « C'est incroyable, Hazel.
Elle ne répondit pas, continuant simplement à dessiner. Mais Logan vit ses épaules se détendre légèrement sous les compliments. Après le départ de Tessa, promettant de revenir le lendemain matin, Logan essaya de parler aux filles pendant le dîner. Il leur demanda ce qu'elles avaient fait, si leurs vêtements leur plaisaient, si elles avaient besoin d'autre chose. Leur réponse était brève. Précise. Impassible. Mais il remarquait certaines choses. La façon dont Hazel se penchait vers Marley lorsqu'elle hésitait. Comment Marley restait toujours assise dos au mur, les yeux rivés sur les sorties. Ils n'avaient pas froid. Ils étaient sur leur garde. Endurcis. Ils avaient construit une armure émotionnelle, couche par couche, à travers la douleur. Logan les observait en silence et sentait grandir en lui une détermination farouche. Ces filles n'avaient pas seulement besoin d'un toit. Elles avaient besoin de stabilité, de confiance, d'une lente reconstruction de leur foi. Il ne savait pas comment leur donner ça. Il ne savait pas s'il était la bonne personne pour tenter l'expérience. Mais il était disposé à le faire. 2 semaines se sont écoulées. 2 semaines de changements silencieux, de conversations gênantes, d'apprentissage du vivre ensemble. Quand Logan a emmené les filles faire du shopping pour la première fois, elles sont restées figées à l'entrée du centre commercial. Les lumières, la foule c'était bouleversant. « Nous pouvons partir si tu veux, dit-il doucement. »« Non, » répondit Hazel. « On peut le faire. » Dans le magasin, la vendeuse les accueillit chaleureusement. Trop chaleureusement. Marley se cacha. Hazel se tendit. Logan fit rapidement signe à la femme de partir. « Allons-y doucement, dit-il aux filles. Regardez d'abord autour de vous. » Ils hochèrent la tête. Lentement, prudemment, ils commencèrent à flâner. Ils touchèrent les tissus. Ils vérifièrent les prix, sans toutefois sembler les comprendre parfaitement. Ils se regardaient toujours avant de présenter quoi que ce soit. « Tu peux choisir n'importe quoi, » dit Logan. « Pantalon, chemise, pyjama, manteau, chaussures. Tu as besoin de tout. »« Tout » murmura Marley. « Tout » confirma Logan. « Ne vous inquiétez pas du prix. » Même avec leur permission, leur choix était pratique et simple. Pas de paillettes. Pas de volant. Pas d'attention. Quand Logan a suggéré un déguisement, Hazel a décliné. On n'en a pas besoin. Il n'insistait pas. Il apprenait à ne pas insister. À ne pas présumer. À ne pas substituer les siens à leurs besoins. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant un magasin de jouets. « Tu veux entrer ?» demanda-t-il. « À quoi bon ?» répondit Hazel. La question le stupéfia. « Pourquoi ?» Parce que les enfants sont censés jouer. Parce que la joie fait partie de l'enfance. Pour choisir quelque chose d'amusant, dit-il. Ils ont hésité. Seraient-ce des livres ? Demanda doucement Marley. Bien sûr. Les livres sont parfaits. Elles entrèrent. Le magasin était une explosion de couleurs et de bruit. Les filles restèrent d'abord immobiles, bouleversées. Puis Hazel trouva les crayons de couleur et les carnets de croquis. Marley s'arrêta devant un globe lumineux. « Aimes-tu la géographie ?» demanda Logan. « Je ne sais pas, dit-elle. Mais c'est beau de voir le monde entier d'un coup. » Sa réponse le toucha profondément. Une enfant qui n'avait jamais connu plus de quelques pâtés de maison tenait désormais le monde entre ses mains. Ils sont repartis avec les crayons, le globe, quelques livres, 2 ours en peluche que Logan avait choisis lui-même, un jeu de société et un puzzle de 1000 pièces. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était un début. À l'appartement, les filles ouvrirent les sacs avec précaution, comme si les cadeaux risquaient de disparaître au premier contact. Marley alluma le globe et observa, les yeux écarquillés, les douces lumières illuminaient les continents. Hazel ouvrit la boîte de crayons et toucha délicatement chacun d'eux, comme si elle sentait les couleurs du bout des doigts avant même de les utiliser. « Merci », dit-elle enfin, le regard fixé sur Logan. Ce n'était pas la première fois qu'il le remerciait, mais quelque chose avait changé dans son ton. Ce n'était plus automatique. C'était réel. « De rien », répondit Logan, avalant la boule qui lui montait dans la gorge. Cette nuit-là, après que les filles soient allées se coucher,
Logan se tenait dans la cuisine avec Tessa. Il s'adapte, dit-elle en rangeant la vaisselle propre. Mais les cicatrices sont toujours là, Logan. Des cicatrices invisibles. Je sais, dit-il doucement. Aujourd'hui, au centre commercial, j'ai vu à quel point ils étaient tendus à cause des bruits forts et des gens qui s'approchaient trop. Marley a failli paniquer lorsqu'un agent de sécurité s'est approché pour demander si nous avions besoin d'aide. Hier, ajouta Tessa, j'ai surpris Hazel en train de fourrer des morceaux de pain dans sa poche après le déjeuner. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que c'était pour plus tard, au cas où il n'y aurait plus de nourriture. Logan ferma les yeux, une forte douleur se formant dans sa poitrine. L'idée de jeunes enfants s'inquiétant de leur prochain repas. Des enfants qui ne pouvaient pas croire que la nourriture serait encore là quand ils auraient à nouveau faim. Que puis-je faire, Tessa? Ce que tu fais déjà, répondit-elle. Laisse-leur du temps. Du temps en toute sécurité. Un moment sûr. Cette phrase est restée gravée dans les pensées de Logan bien après le départ de Tessa. C'était quelque chose dont il n'avait jamais eu besoin en grandissant dans un milieu privilégié. La certitude que demain serait aussi sûr qu'aujourd'hui. Que le sol sous vos pieds ne disparaîtrait pas subitement. Que les gens que vous aimez seraient toujours là à votre réveil. Dans les jours qui suivirent, Logan modifia ses priorités. Il annula des voyages d'affaires, reporta des réunions, délégua des tâches qu'il pensait autrefois pouvoir gérer seul. Son assistante parut perplexe, mais ne posa aucune question. Que pouvait-il dire? Que deux petites filles avaient bouleversé son monde. À la maison, il apprenait par la pratique, en échouant et en réessayant. Il apprit que Marley se réveillait en tremblant au bruit du tonnerre, s'accrochant à sa sœur par peur. Il apprit qu'Hazel se plaçait toujours entre Marley et tout étranger, instinctivement protectrice. Il apprit aussi qu'il cachait de la nourriture. Pas seulement du pain, mais aussi des fruits, des crackers, tout ce qui ne périmait pas. Caché dans des tiroirs, sous les lits, dans de minuscules boîtes. Il n'en dit jamais un mot. Il comprit que c'était leur façon de se sentir maître de la situation, leur façon de se protéger. Au lieu de cela, il commença à laisser des paniers de fruits et des encas dans leur chambre. Au cas où tu aurais faim pendant la nuit, disait-il nonchalamment. Un après-midi, Logan rentra tôt. Le salon était en désordre, des oreillers partout, des livres éparpillés, du papier à dessin partout sur le sol. Au milieu de ce chaos, Hazel et Marley construisaient un fort avec des draps tendus entre le canapé et la table basse. Son premier réflexe fut la frustration. L'appartement avait toujours été propre, minimaliste, calme. Mais il entendit un son encore rare, le rire de Marley. Léger, franc, sans retenue. « Qu'est-ce qu'on construit ici ?» demanda-t-il en posant sa mallette sur une chaise. Les filles se figèrent, leur sourire s'évanouissant instantanément. « Désolé, dit rapidement Hazel, commençant déjà à ranger. On va tout remettre en place. Non, répondit immédiatement Logan. Tu n'as pas besoin de nettoyer. Je veux juste savoir si je peux t'aider. Ils le regardèrent, confus. Tu n'es pas fou, demanda Marley avec prudence. Pourquoi serais-je en colère? Parce que nous avons fait un gâchis. Logan regarda autour de lui. Ce qu'il avait vu autrefois comme du désordre ressemblait désormais à de la vie. De la présence. Des enfants simplement en train d'être des enfants. Je ne suis pas fâché, dit-il doucement, réalisant que c'était vrai. En fait, je pense que ce fort aurait besoin de quelques oreillers supplémentaires. Je vais en chercher dans ma chambre. Le soulagement sur leur visage était comme la lumière du soleil perçant à travers les nuages. À son retour, Hazel ajustait un coin du drap. Ce sera plus stable si tu le fixes ici, suggéra-t-il en désignant la lampe. Ils construisirent ensemble. Logan tenait les draps tandis qu'Hazel donnait des instructions. Marley organisa l'intérieur, disposant les coussins comme des meubles. « Que faisons-nous dans le fort ?» demanda-t-il lorsqu'ils eurent terminé. « Gérita, dit Marley en attrapant un livre. On peut lire des histoires. Ils se serrèrent tous à l'intérieur. Logan se pencha maladroitement pour entrer. Les filles étaient assises en tailleur, les yeux écarquillés d'impatience. Marley lui tendit un livre, des contes populaires du monde entier. « Veux-tu lire ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, dit Logan en ouvrant les pages.
Lequel en premier? Hazel désigna une illustration d'un oiseau de feu rouge vif. Celui-là. Logan commença à lire. Sa voix emplit l'espace restreint et sombre. Il remarqua leurs épaules s'affaisser, leur respiration ralentir. Pendant quelques instants, ils n'étaient plus que des enfants. Écoutant une histoire. En sécurité dans leur forteresse secrète. Lorsqu'il eut terminé son récit, il leva les yeux. Marley s'était endormi, blotti contre un oreiller. Son visage était paisible, comme il le voyait rarement en plein jour. Hazel la regardait avec un air protecteur et silencieux. « Elle dort » murmura Hazel. « Oui » répondit Logan tout aussi doucement. « Voulez-vous que je vous en lise un autre » Hazel hésita, puis hocha la tête. En commençant la deuxième histoire, Logan la ressentit. Une joie silencieuse qui lui manquait sans qu'il le sache. Ce n'était pas l'euphorie d'une vente conclue ou d'une promotion. C'était quelque chose de plus doux, de plus profond. Le souffle d'un enfant. Un regard qui lui faisait confiance. Une histoire partagée à voix basse. Quand Tessa arriva pour préparer le dîner, elle les trouva tous les trois encore au fort. Logan s'était assoupi, le livre posé sur sa poitrine. Les filles se blottirent contre lui, une de chaque côté. Elle ne les réveilla pas. Elle prit juste une photo. Leur première photo ensemble. Le début de quelque chose de réel. Dans les jours qui suivirent, Logan remarqua que quelque chose changeait. Au travail, il se surprenait à regarder l'horloge. Il avait hâte de rentrer. Quand son directeur financier lui a lancé une blague, il a ri. Lors d'une réunion avec des investisseurs, il leur a montré une photo du fort. Ses collègues étaient stupéfaits. « Tu as changé » dit son partenaire le plus âgé. « J'ai changé ma façon de faire » a demandé Logan. « Je ne sais pas. Tu sembles juste plus humain. » En rentrant chez lui, Logan y réfléchit. Il avait changé. Sa vie, autrefois parfaitement structurée et prévisible, était désormais chaotique, imprévisible, pleine de petites surprises. Une question au dîner. Un dessin au crayon oublié sur son bureau. Un fort au milieu du salon. Et il a adoré ça. Ce soir-là, à son arrivée, il trouva les filles dans la cuisine avec Tessa. Hazel coupait des légumes avec une précision méticuleuse. Marley comptait les couverts pour la table. « Je suis à la maison » cria-t-il en posant sa mallette sur le comptoir. Les filles ne coururent pas vers lui ni ne crièrent d'excitation. Pas encore. Mais elles levèrent les yeux. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, une reconnaissance silencieuse. Une lueur de réconfort. « Salut » dit Hazel. « Nous préparons des pâtes » a ajouté Marley. « Ça sent bon » dit Logan, et il sentit une étrange sensation lui monter à la poitrine. Une sensation qu'il ne pouvait nommer. Une impression d'arriver. D'être attendu. D'importance. Plus tard dans la soirée, après s'être couché, Logan s'assit dans le salon. Les coussins étaient remis en place, mais quelques traces du fort subsistaient. Il remarqua un dessin d'Hazel sur la table basse et le ramassa. C'étaient eux trois, Logan au centre, Hazel et Marley à ses côtés. Ils ne se tenaient pas la main. Ils ne souriaient pas. Ils étaient juste ensemble. Sous le même toit. Il caressa le papier, sentant sa texture, les marques des crayons de couleur. Quelque chose s'éveilla en lui, inattendu et indéniable. Ses filles comptaient. Plus que son entreprise. Plus que la prochaine grosse affaire. Plus que son compte en banque. Il plia soigneusement le dessin et le glissa dans sa serviette. Un souvenir de ce qui donnait désormais forme et sens à sa vie. Les filles portaient encore des cicatrices invisibles. Elles sursautaient toujours au bruit soudain, hésitaient toujours avec les inconnus, continuaient à accumuler de la nourriture par peur. Mais Logan comprenait maintenant quelque chose. La guérison prendrait du temps. Et c'est précisément ce temps qu'il pouvait offrir. Un temps sûr. Des journées prévisibles. Des routines stables. La certitude inébranlable qu'ils ne seraient pas abandonnés. Que le sol sous leurs pieds tiendrait. Que quelqu'un serait toujours là. Et que, peut-être pour la première fois de leur vie, ils étaient chez eux. Et en leur offrant cela, Logan recevait en retour quelque chose d'aussi précieux.
C'était la chance d'être plus qu'un homme d'affaires prospère, la chance de vraiment compter dans la vie de quelqu'un, non pas pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il pouvait donner. Pas des biens matériels ou de la richesse, mais de la présence, de la fiabilité et un sentiment de sécurité. Les filles le transformaient autant qu'il espérait transformer leur vie. C'était un échange silencieux, tacite, mais profondément significatif. Logan ignorait encore où ce voyage les mènerait, mais une chose était sûre, il n'y avait pas de retour en arrière. Et pour la première fois depuis des années, il n'éprouvait plus le besoin de contrôler l'avenir ni de planifier chaque détail. Il voulait simplement être présent, jour après jour, et construire ce à quoi il n'avait jamais pensé, une famille. Tout a commencé par une toux. Petite, sèche, presque imperceptible. Logan ne l'a attrapée que parce que Marley a essayé de l'étouffer pendant le dîner, se couvrant la bouche d'une main et essayant de ne pas faire de bruit. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement, voyant qu'elle touchait à peine à sa nourriture. « Oui » répondit Marley rapidement, mais Hazel lui lança un regard inquiet. « Elle tousse depuis tout à l'heure » ajouta Hazel. « C'est juste une toux » insista Marley, visiblement gêné par cette attention. Logan n'insista pas. Ces dernières semaines, il avait appris que pousser les filles donnait rarement des résultats. Au lieu de cela, il observa Marley en silence pendant le reste de la soirée. Il remarqua qu'elle bougeait moins, que sa peau paraissait plus pâle, qu'elle se recroquevillait parfois légèrement, comme si elle avait froid malgré la chaleur de l'appartement. À l'heure du coucher, il les borda et toucha doucement le front de Marley, essayant de paraître décontracté. Il faisait chaud pas trop, mais nettement plus que d'habitude. « Si tu ressens quelque chose pendant la nuit, appelle-moi, d'accord ?» dit-il. Marley hocha la tête et se blottit sous les couvertures. Hazel se redressa sur son lit, observant sa sœur avec attention, le regard perçant et attentif. Logan s'arrêta à la porte, hésitant. Quelque chose dans l'expression d'Hazel le troublait. « Hazel, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Elle resta silencieuse un instant, visiblement partagée entre la protection de l'intimité de sa sœur et l'expression de son inquiétude. « Elle a des nausées parfois, » dit finalement Hazel doucement. Dans sa poitrine. Elle a du mal à respirer. Le cœur de Logan se serra. De l'asthme, pensa-t-il. Hazel haussa les épaules. On ne connaît pas son nom, mais elle a déjà dû aller à l'hôpital une fois. Avant tout ça. Je la surveillerai, promit Logan. Si ça empire, réveille-moi immédiatement. Quelle que soit l'heure. À 3 heures du matin, Logan se réveilla et trouva Hazel debout à son chevet, une petite silhouette éclairée seulement par la faible lumière. « C'est Marley » dit-elle d'un ton pressant. Elle n'arrive pas à respirer correctement. Logan bondit hors du lit et se précipita dans la chambre de Marley. Elle était debout, haletante, le visage rouge et en sueur, les yeux emplis de panique. Chaque respiration était un combat, chacune accompagnée d'un sifflement aigu qui emplissait la pièce. « On va à l'hôpital » dit Logan sans hésiter. Personne ne protesta. Il prit Marley dans ses bras. Son corps brûlait de fièvre. Hazel, qui avait déjà enfilé ses chaussures, attrapa son manteau. « J'appelle le chauffeur » dit Logan en attrapant son téléphone. « On n'a pas le temps » répondit Hazel d'une voix calme mais ferme. « Il faut qu'elle y aille maintenant. » Logan ne la questionna pas. Portant Marley, il les emmena au garage et les emmena dans sa voiture, traversant la ville endormie comme si chaque seconde comptait. Sur la banquette arrière, Hazel tenait la main de Marley et murmurait des mots qu'il n'entendait pas. À leur arrivée à l'hôpital, le silence régnait aux urgences. Une infirmière jeta un coup d'œil à Marley et la fit entrer. Logan et Hazel restèrent dans la salle d'attente. « Elle ira bien » dit Logan, s'efforçant de se montrer rassurant. Hazel le regarda avec des yeux bien plus âgés que son âge. « Tu ne sais pas ça. » Et elle avait raison. Il ne savait rien. Il ignorait l'histoire de Marley, les traitements qui avaient fonctionné et ceux qui n'avaient pas fonctionné. Il s'assit à côté d'Hazel sur les chaises en plastique dur, essayant de remplir les formulaires d'admission. Tant de blancs le fixaient, date de naissance, antécédents médicaux, allergies. Tout ce que les parents sont censés savoir. Son anniversaire est le même jour que le mien, dit Hazel en le regardant lutter. Le 15 mars. Des allergies ? Demanda-t-il. Hazel secoua la tête. Je ne pense pas.
Mais Marley est toujours malade en hiver. Dans sa poitrine. Logan nota tout, chaque détail comme une pièce d'un puzzle qu'il commençait à peine à comprendre. 1 heure passa. Puis 2. Hazel resta éveillée, les yeux fixés sur la porte par laquelle Marley avait disparu. Elle ne pleura pas et ne se plaignit pas. Elle attendit simplement, silencieuse et alerte, avec une patience que les enfants ne devraient pas avoir à connaître. Finalement, un médecin est arrivé. M. Hart. Je suis le docteur Chen. Je soigne Marley. Logan se leva, Hazel à ses côtés. Comment va-t-elle? Son état est stable maintenant, dit le médecin. Elle a eu une grave crise d'asthme, compliquée par une infection respiratoire. Sa fièvre est sous contrôle et nous avons commencé un traitement antibiotique. Elle devra rester au moins 24 heures en observation. On peut la voir? Demanda Hazel doucement mais fermement. Le médecin sourit. Oui, bien sûr. Elle vous réclame. Ils suivirent le docteur Chen à travers des couloirs silencieux jusqu'à une petite chambre d'hôpital. Marley était allongée dans un lit qui semblait trop grand pour sa petite taille, un masque à oxygène sur le visage, un moniteur accroché à son doigt. Mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Hazel et Logan. Hazel se précipita à ses côtés et lui prit la main. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elles avaient leur propre langage. Je vous laisse un moment, dit le médecin. Appuyez sur le bouton si vous avez besoin de quoi que ce soit. Lorsqu'ils furent seuls, Logan s'assit près du lit. Comment te sens-tu, Marley? Elle fit un petit geste de la main, trop fatiguée pour parler, mais son regard semblait plus calme. La panique avait disparu, remplacée par l'épuisement. Tu as besoin de te reposer, dit Logan. On reste ici avec toi. Marley hocha légèrement la tête et ferma les yeux. Sa respiration, bien que toujours aidée par l'oxygène, était désormais plus facile. Tandis que la nuit s'écoulait, Logan resta assis sur sa chaise, observant les filles. Hazel s'était installée dans le lit à côté de Marley, veillant à ne pas déranger les tubes. Même endormie, elle enveloppait sa sœur d'un bras protecteur. La pièce était silencieuse, éclairée seulement par la faible lueur des écrans. Logan observait les jumeaux, si petits et fragiles, et pourtant si forts ensemble. Leur lien était bien plus que génétique. Il avait été forgé par la douleur partagée, la survie et une promesse tacite de ne jamais se quitter. Il ressentit une vague d'émotion si intense qu'il dut détourner le regard. Lorsqu'il se retourna, une vérité le frappa comme une vague. Ils avaient déjà un monde. Un monde construit entre eux. Un monde qui avait résisté à la rue, à la faim et au deuil. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur en construise un nouveau. Ils avaient juste besoin de sécurité, d'un endroit où protéger ce qu'ils avaient. Et peut-être qu'avec le temps, ils le laisseraient entrer. Non pas pour prendre le dessus, mais pour appartenir. Pour faire partie de quelque chose de sacré qui existait déjà. Une infirmière entra discrètement pour vérifier les constantes de Marley. Elle sourit à Logan tout en griffonnant sur le dossier. Une belle famille, dit-elle doucement. Logan ne la corrigea pas. Famille. Le mot résonnait dans son esprit. Il lui semblait inconnu, et pourtant, étrangement juste. Lorsque l'infirmière partit, Logan regarda les filles endormies. Hazel s'était rapprochée encore plus de Marley, désireuse de s'assurer que sa sœur était toujours là, qu'elle respirait encore. Logan imagina toutes les nuits qu'ils avaient passées ainsi, seuls l'un avec l'autre. Cette pensée le bouleversa. Plus jamais, murmura-t-il. Tu ne seras plus jamais seul. C'était un vœu. À eux. À lui-même. À la force qui les avait menés à lui. Un vœu qui allait changer sa vie et qu'il ne regretterait jamais. Au lever du soleil, une lumière dorée filtrait par la fenêtre de l'hôpital. Un nouveau jour. Le début de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore définir, mais dont il était certain, ils avaient déjà un monde. Maintenant, ils auraient une maison pour l'abriter. 3 jours plus tard, Marley sortait de l'hôpital. Le pire était passé, mais il avait laissé des traces non seulement dans l'ordonnance que Logan respectait scrupuleusement, mais aussi dans le changement tacite entre eux. Quelque chose avait changé durant ces nuits à l'hôpital. Une barrière était tombée. Peut-être était-ce la peur. Peut-être était-ce la confiance.
Mais ils avaient franchi une nouvelle étape. De retour à l'appartement, une nouvelle routine s'installa. Marley utilisait son inhalateur 2 fois par jour et continuait son traitement antibiotique. La vie, tranquillement et doucement, reprenait son cours. Logan réorganisa son emploi du temps pour être présent à chaque dose, à chaque repas, à chaque moment important. Un après-midi tranquille, alors que Marley se reposait sur le canapé, feuilletant un atlas que Logan lui avait acheté, Hazel entra dans la cuisine, l'air sérieux. Elle avait toujours cet air quand elle avait quelque chose d'important à dire. Logan, commença-t-elle en utilisant son nom, un nom qui sonnait encore formel dans sa bouche, mais qui marquait un léger changement par rapport au premier jour où elle ne l'appelait pas du tout. On va étudier un jour? La question le prit au dépourvu. Dans le tourbillon des visites médicales, des repas, des vêtements et du logement, l'éducation était en quelque sorte passée au second plan. Oh, dit-il en marquant une pause. Tu veux étudier? Aller à l'école? Hazel hocha la tête, son regard perçant et intense, d'une manière qu'il reconnut. On sait lire un peu. Maman nous l'a appris avant son départ. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Logan tira une chaise et s'assit à la table de la cuisine. Il fit signe à Hazel de s'asseoir en face de lui, ce qu'elle fit, ses petites mains soigneusement jointes sur le bois poli. Aimeriez-vous aller à l'école tous les deux? Oui, répondit Hazel sans hésiter. Marley disait qu'elle voulait être médecin. Après ce qui est arrivé à maman. Et les médecins doivent beaucoup étudier. La pureté de cette réponse, ce rêve qui avait survécu tant bien que mal aux rues froides et aux nuits de carton, frappa Logan au plus profond de sa poitrine. Ces filles n'avaient pas seulement perdu un foyer. Elles avaient perdu l'accès à l'avenir que tout enfant devrait avoir. Et toi? Demanda-t-il doucement. Que voudrais-tu faire? Hazel haussa légèrement les épaules. Je ne sais pas. Mais je veux tout apprendre pour mieux m'occuper de Marley. Toujours sa sœur d'abord. Toujours la protectrice. Logan déglutit et hocha la tête. Je m'en occupe. Je vais me renseigner sur les écoles. Je trouverai ce dont nous avons besoin. Les yeux d'Hazel s'illuminèrent. Pour la première fois, l'espoir remplaça son air réservé habituel. Quand est-ce qu'on commence? Aujourd'hui, dit-il. Ce soir-là, après que les filles se soient endormies, Logan ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Ce qu'il trouva le frustra rapidement. Pour inscrire les filles à l'école, il avait besoin de documents, actes de naissance, carnets de vaccination, relevés de notes des anciens élèves, justificatifs de domicile, pièces d'identité du tuteur. Des documents qui n'existaient pas ou étaient totalement hors de portée. Sans hésiter, il a décroché le téléphone et a appelé son avocat, le réveillant malgré l'heure tardive. « Michael, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. » Il a tout expliqué, comment il avait trouvé les filles, comment elles vivaient avec lui, comment il voulait les inscrire à l'école mais n'avait aucun document. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Michael dit, « Logan, tu te rends compte de la situation juridique dans laquelle tu te trouves? Tu as accueilli 2 mineurs sans papier de tutelle. Pas de certificat de famille d'accueil. Pas d'adoption légale. Ça pourrait être vu comme. Je sais exactement à quoi ça ressemble, coupa Logan. Mais je m'en fiche. Ils avaient besoin d'aide. Je leur en ai donné. Maintenant, je dois faire les choses bien. Je veux qu'ils aillent à l'école. Qu'ils consultent des médecins. Qu'ils vivent comme des enfants. Ce sera un long processus. Nous devons d'abord vérifier s'ils ont été officiellement enregistrés, actes de naissance, dossiers hospitaliers, inscriptions scolaires antérieures. Nous devons également confirmer s'ils ont d'autres proches survivants. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons demander une tutelle temporaire. Combien de temps tout cela va-t-il prendre? Des mois, si on a de la chance. Peut-être des années. Logan expira lentement. Il sentait le poids du système peser sur lui, ce système même qui était censé protéger des enfants comme Hazel et Marley et pourtant, dans leur cas, il pouvait leur nuire en retardant ce dont ils avaient le plus besoin. Et l'école? Ils ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Il existe des alternatives, a proposé Michael. Des établissements privés qui autorisent des exceptions, des programmes d'enseignement à domicile, des tuteurs. Je vais rassembler quelques options et je te recontacter demain.
Logan était assis dans le noir après avoir raccroché, ses pensées tournant autour de la simple question d'Hazel. Cela lui avait ouvert la voie vers un avenir plus grand, un avenir qu'il ne s'était pas encore pleinement autorisé à envisager. Pas seulement les nourrir. Pas seulement les garder au chaud. Mais les aider à devenir ce qu'ils étaient censés être. Il les imaginait en uniforme scolaire, sac à dos en bandoulière. Marley levant la main en cours de sciences. Hazel, peut-être, se découvrant une passion pour l'écriture ou les chiffres. Une vie bien loin des briques et du carton. Et il le voulait. Il le voulait de tout son cœur. Au cours des jours suivants, Logan s'est mis à l'œuvre. Il a visité des écoles privées où des exceptions étaient possibles. Il a consulté des experts en enseignement à domicile. Il a engagé un tuteur pour évaluer le niveau scolaire des filles. Comme prévu, tous deux présentaient d'importantes lacunes d'apprentissage. S'ils pouvaient lire des mots simples, leurs compétences en écriture et en mathématiques étaient loin derrière celles de leurs camarades. Le temps passé dans la rue avait pris ce qui aurait dû être des années fondamentales en classe. Logan a transformé l'une des pièces libres de son appartement en véritable centre d'apprentissage. Il a rempli les étagères d'encyclopédies pour enfants, de romans et d'atlas. Il a acheté des bureaux, des chaises, des cahiers, des crayons de couleur et un grand tableau blanc. Le premier jour, lorsque la tutrice, une jeune femme nommée Elena, est arrivée, les filles sont entrées dans la salle d'études comme si elles entraient dans un lieu sacré. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda Marley, les yeux écarquillés. « Tout, » dit Logan. « Et Elena est là pour t'aider à te préparer pour l'école. » Les premières leçons furent révélatrices. Logan participait dès que possible, s'asseyant dans un coin, observant la façon dont les filles assimilaient les connaissances. Elena sourit après la 3e séance. Ils sont remarquables. Surtout Hazel. Je n'ai jamais vu un enfant aussi concentré, aussi motivé. Bien sûr, il y avait des défis. Marley avait du mal en mathématiques. Les fractions la troublaient, et quand la frustration était à son comble, elle se repliait complètement sur elle-même. Hazel, malgré toute sa discipline, s'impatientait parfois, se donnant trop de mal et jugeant l'échec inacceptable. Un après-midi, après une séance particulièrement difficile, Marley se retira dans sa chambre, refusant de revenir pour son cours. Hazel était assise à la table de la cuisine, visiblement déchirée. Logan a donné à Elena le reste de l'après-midi et est allé dans la chambre de Marley. Elle était recroquevillée sur le lit, regardant par la fenêtre. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il doucement. Elle haussa à moitié les épaules. Il s'assit à côté d'elle. « Les mathématiques peuvent être difficiles. »« Je suis stupide, murmura-t-elle. »« Non, » dit Logan doucement, mais fermement. « Tu ne le es pas. Tu es intelligent, Marley. Tu apprends juste quelque chose de nouveau. Ça prend du temps. » Il jeta un coup d'œil autour de lui et aperçut un livre d'histoire sur l'étagère. Un mince volume coloré racontant l'histoire d'une fille et d'un jardin secret. « Ça te dérange si je te lis quelque chose ?» Elle n'a pas répondu, mais n'a pas dit non non plus. Il ouvrit le livre et commença. Sa voix était basse, posée. La pièce s'adoucit à chaque mot. Après quelques minutes, Marley s'est retournée sur le dos pour regarder les photos. Hazel apparut dans l'embrasure de la porte. Logan lui fit signe d'approcher. Ils étaient tous les trois assis sur le lit, absorbés par l'histoire qui se déroulait. Lorsqu'il atteignit la dernière phrase du chapitre, Marley demanda « Penses-tu qu'elle sauvera le jardin ?» « Je ne sais pas, » sourit Logan. « Mais tu sais ce qui est cool ? Entretenir un jardin demande un peu de mathématiques. »« Vraiment ?» demanda Hazel. « Il faut mesurer l'espace entre les plantes. Calculer la quantité d'eau ou d'engrais à utiliser. Répartir les graines en rang. Toutes sortes de chiffres. » Marley leva les yeux, surprise. « Comme des fractions ? » Exactement comme les fractions. À partir de ce jour, les livres sont devenus leur arme secrète, non seulement pour apprendre, mais aussi pour guérir. Pour créer des liens. Pour imaginer. Chaque soir, Logan leur lisait des contes de fées. Des aventures. Des mystères. Chaque histoire révélait une nouvelle part de leur esprit et de leur cœur. On pourrait aller à la bibliothèque un jour ?
demanda Hazel un soir après avoir terminé un livre sur une fille qui adorait lire. Bien sûr, répondit Logan. Il y en a un magnifique en centre-ville. La visite est devenue une étape importante. Ils parcoururent les allées de livres avec révérence. La bibliothécaire sourit et leur expliqua le système, emprunter, lire, rendre et revenir pour en reprendre. Lorsque les filles ont réalisé qu'elles pouvaient ramener des livres à la maison, leurs yeux se sont écarquillés comme si quelqu'un venait de leur remettre une clé vers un autre monde. Et à bien des égards, quelqu'un l'avait fait. Combien pouvons-nous en prendre, demanda Marley. 3 chacun pour commencer, répondit le bibliothécaire avec un sourire chaleureux. Les filles prirent leur tâche au sérieux. Pendant des heures, elles parcoururent les étagères avec une intensité silencieuse, comparant les couvertures, lisant les premières pages, chuchotant entre elles leur choix. Logan, assis à distance, observait avec un profond respect. Il s'agissait des mêmes filles qui, il y a quelques mois, transportaient des briques sur un chantier de construction. La procédure judiciaire se déroula à son rythme habituel, d'une lenteur exaspérante. Michael, l'avocat de Logan, avait réussi à retrouver leurs actes de naissance. Il confirma qu'il n'y avait plus de parents vivants. Leur mère était décédée de maladie, leur père dans un accident peu après. Ni tante, ni oncle, ni grands-parents personne. Nous progressons, a déclaré Michael lors d'une de leurs mises à jour. J'ai obtenu une audience préliminaire avec le juge aux affaires familiales pour le mois prochain. Nous allons demander une tutelle temporaire. Et après ça, Logan a demandé. Si tout se passe bien, la garde légale temporaire vous sera accordée. Nous entamerons ensuite la procédure d'adoption, si vous le souhaitez. Le mot flottait entre eux. Adoption. Permanente. Pour toujours. Logan n'a pas réagi immédiatement. C'était énorme. Pas seulement héberger temporairement 2 filles. Mais devenir leur père. Leur père pour toujours. Les semaines passèrent. Un samedi matin, Logan se réveilla plus tard que d'habitude. La maison était silencieuse, mais pas aussi creuse et résonnante qu'avant. C'était un silence empli de présence et de vie. Alors qu'il entrait dans le salon, la vue qu'il découvrit le figea sur place. Hazel dormait sur le canapé, un livre ouvert sur la poitrine, le visage détendu, comme rarement lorsqu'elle était éveillée. Non loin de là, Marley était assis près de la fenêtre, faisant tourner le globe qu'il leur avait acheté. Elle riait intérieurement en trébuchant sur des noms de lieux longs et inconnus. La lumière du matin affluait, baignant tout d'une douce lueur dorée. L'instant ressemblait à un rêve. Comme une paix rendue visible. Et à cet instant, Logan sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Une oppression, mais pas douloureuse. C'était de la plénitude. Une plénitude. Une sensation sans nom, mais qu'il reconnut instantanément. C'était juste. Et dans ce silence, l'idée est venue claire, inébranlable. Et s'il restait? Vraiment? Le mot « adoption » lui revint à l'esprit, non pas comme une possibilité, mais comme une vérité. Comme une fatalité. Lui, Logan Hart, qui ne vivait autrefois que pour les affaires et les conseils d'administration, pensait désormais aux réunions parents-professeurs et aux récitals de ballet. À la lecture d'histoires avant de s'endormir. À être là vraiment là pour 2 petites filles qui avaient tout changé. Marley le remarqua et sourit. Un sourire rare et radieux. « Regarde, Logan, j'ai trouvé où nous sommes, dit-elle en désignant le globe. Il s'agenouilla à côté d'elle et suivit son doigt. Oui, c'est exactement là où nous en sommes. Elle a encore fait tourner le globe. Et il y a tellement d'endroits que nous n'avons jamais vus. Peut-être qu'un jour tu le feras, dit Logan. On peut voyager. Visiter d'autres pays. Explorer d'autres cultures. Nous? Demanda Marley, ses yeux scrutant son visage à la recherche de certitude. Oui, dit-il. Nous. Ensemble. Elle sourit plus largement, faisant tourner le globe plus vite, pointant ici et là. On peut aller ici? Et ici? Logan hocha la tête vers chaque destination. Et au fond de lui, il avait déjà pris la décision. Il contacterait Michael. Il accélérerait tout. Peu importe la durée, la complexité, cela n'avait aucune importance. Ces filles ne faisaient pas que partie de sa vie. Elles en étaient le centre.
Et il voulait être au centre de la leur. Famille. Ce mot qui me semblait autrefois étranger me semblait désormais familier. Le palais de justice se dressait avec ses colonnes de marbre blanc et ses escaliers raides et interminables. Logan, vêtu d'un costume sombre, les gravit avec une détermination mesurée. À ses côtés, Michael tenait une serviette en cuir remplie de documents, de rapports et de formulaires. Le juge Peterson est très minutieux, a prévenu Michael. Il posera des questions difficiles. Ne vous laissez pas perturber. Hazel et Marley restèrent à la maison avec Tessa. Ce n'était que la première audience, réservée aux adultes. Logan n'était pas d'accord avec cette politique, mais Michael lui avait expliqué que c'était la norme. À l'intérieur, la salle d'audience était austère. Un seul et lourd banc en bois. De hauts plafonds. Le juge, un homme d'une soixantaine d'années au regard gris perçant derrière des lunettes à monture, examinait attentivement leur dossier. Monsieur Hart, commença le juge Peterson. J'ai examiné votre demande d'adoption de Hazel et Marley Lewis. Des jumelles identiques de 7 ans. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Je dois dire que les circonstances de cette affaire sont atypiques. Vous avez trouvé ces enfants sur un chantier. Vous les avez accueillis chez vous sans prévenir les services de protection de l'enfance. Ce n'est pas conforme à la loi. L'estomac de Logan se serra. Vu comme ça, ces actions semblaient vraiment téméraires. Votre honneur, je comprends. J'ai agi par instinct. Ils étaient mal nourris, travaillaient illégalement et sans surveillance. J'ai pris la bonne décision pour assurer leur sécurité immédiate. C'est compréhensible, a déclaré le juge en feuilletant les pages. Mais cela constitue tout de même un écart par rapport à la procédure requise. Il s'arrêta. Je constate également que vous êtes célibataire. Vous n'avez pas d'antécédents matrimoniaux. Vous n'avez pas eu d'enfant. Vous n'avez aucune expérience parentale. C'est exact, votre honneur. Jusqu'à récemment, vous travailliez plus de 70 heures par semaine en tant que PDG de Hart Technologies. Depuis, j'ai pris du recul. Je travaille maintenant environ 40 heures par semaine et j'ai toute la flexibilité nécessaire pour être présente auprès des filles. Le juge Peterson le regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur Hart, élever un enfant et encore moins deux n'est pas un projet de week-end. Ces enfants ont vécu des traumatismes. Ils ont besoin de plus qu'un simple abri. Ils ont besoin de stabilité, de patience et de dévouement. Je comprends parfaitement. Au cours des 6 derniers mois. Le juge a levé la main. Nos dossiers sont incomplets. Les actes de naissance, oui. Mais il nous manque les documents médicaux et scolaires. Logan garda sa voix stable. C'est parce qu'ils vivaient dans la rue, votre honneur. Après la mort de leurs parents, ils n'avaient plus de maison. Plus d'école. Plus d'accès aux soins. Ces dossiers n'existent pas, car personne ne leur a donné la chance d'en avoir. Le juge a joint les mains. Monsieur Hart, le tribunal doit envisager toutes les options. Dans son intérêt. Quelles options? Nous pourrions envisager de placer les filles dans des familles d'accueil distinctes, temporairement, auprès de familles expérimentées et formées aux soins traumatologiques. Cela nous donnerait plus de temps pour évaluer la situation. Séparés? Le cœur de Logan battait fort. Votre honneur, cela leur ferait un tort immense. Hazel et Marley ont un lien que je n'avais jamais vu auparavant. Elles ont déjà perdu leurs parents. L'une et l'autre sont tout ce qui leur reste. Trouver une maison individuelle pouvant accueillir 2 enfants n'est pas toujours facile. Sauf votre respect, Logan marqua une pause, puis reprit son souffle. Pardonnez-moi, votre honneur. Mais les séparer ferait bien plus de mal que de bien. Ce ne sont pas que des sœurs. Ce sont des âmes sœurs. Les séparer, même brièvement, serait cruel. Le juge resta silencieux un instant, puis referma le dossier. J'examinerai attentivement tous les aspects. En attendant, je demande des visites à domicile supplémentaires de travailleurs sociaux et des entretiens avec les filles. Nous procéderons à une évaluation psychologique et environnementale complète avant de poursuivre. Logan hocha la tête. Il ferait tout ce qu'il fallait. Pour eux. Il ne s'agissait pas de gagner un procès, mais de tenir une promesse. Une promesse faite à 2 petites filles qui avaient porté des briques et des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait porter. Une promesse qu'à partir de maintenant,
il n'aurait plus rien à porter seul. L'audience s'est terminée sur une note d'incertitude. Sur le chemin du retour, Logan ne pouvait s'empêcher de penser à un seul mot, séparer. L'idée même lui était insupportable. En arrivant à l'appartement, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Hazel était assise seule sur le canapé, les mains jointes sur les genoux, les yeux rougis. Tessa apparut de la cuisine, l'air inquiet. « Que s'est-il passé ?» demanda Logan, la poitrine serrée. « Hazel a entendu une partie de ma conversation téléphonique avec ta secrétaire », expliqua doucement Tessa. Il s'agissait de l'audience et de certaines complications. « Où est Marley ?»« Dans sa chambre. »« Hazel a insisté pour te parler d'abord. » Logan s'assit à côté d'Hazel, laissant un petit espace entre eux, comme il le faisait toujours par respect pour son confort. « Hazel, qu'as-tu entendu ?» Elle ne le regarda pas lorsqu'elle répondit, sa voix était petite et contrôlée. « On part ?» 3 mots, simples en apparence, mais pleins de peur. Logan prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Non, dit-il fermement. Plus jamais. » Mais le juge a dit. Le juge doit juste s'assurer que c'est le meilleur endroit pour toi. C'est son rôle, Hazel. Il est censé poser des questions difficiles, pour s'assurer que tout est en ordre. Il y aura d'autres visites, d'autres questions, mais à la fin, il verra ce que je sais déjà, que nous sommes faits pour rester ensemble. Hazel le regarda enfin, cherchant dans ses yeux le moindre signe de doute. Promesse ? Logan savait qu'il ne devait pas promettre quelque chose qu'il n'était pas absolument certain de pouvoir tenir. Mais cette fois, sa détermination était inébranlable. Je te le promets, Hazel. Je ferai tout ce qu'il faut pour que nous restions ensemble. Dans les mois qui suivirent, Logan se consacra entièrement au processus d'adoption. Il réduisit encore davantage ses heures de bureau, délégua des responsabilités qu'il pensait autrefois pouvoir assumer seul et annula tous ses déplacements professionnels. Prouver au tribunal qu'il pouvait être et devait être le père de Hazel et Marley est devenu sa priorité absolue. Il a fait appel à des experts en droit de la famille supplémentaires pour étayer son dossier. Il a tout documenté, les habitudes des filles, leur progrès scolaire avec les tuteurs, leur développement émotionnel. Il a invité les travailleurs sociaux non seulement pour des visites programmées, mais aussi pour des moments informels et quotidiens, afin qu'ils puissent constater le lien authentique qu'ils avaient construit. Lors d'un entretien privé, lorsqu'une assistante sociale a demandé à Marley comment elle se sentait en vivant avec Logan, sa réponse n'a été qu'un mot. Sûr. Ce seul mot en dit plus que n'importe quelle mémoire juridique. Le processus a traîné pendant des mois. Certaines audiences ont suscité l'espoir, d'autres la frustration. Le juge est resté prudent, sceptique, toujours à l'affût. Après une séance particulièrement difficile, où le juge a de nouveau évoqué la possibilité de placer les filles dans un cadre plus traditionnel, Logan est rentré chez lui épuisé. Il trouva Hazel et Marley sur le sol du salon, occupés avec des crayons et du papier. « Que fais-tu » demanda-t-il, masquant son épuisement par l'effort. « Un dessin pour le juge » répondit Marley sans lever les yeux. « Pour qu'il voie qu'on veut rester avec toi. » Logan s'assit à côté d'eux, submergé par l'émotion. « Puis-je voir ?» Marley tourna son dessin vers lui. Il représentait 3 silhouettes se tenant la main, une grande, 2 petites debout devant une maison. En haut, en lettres majuscules et soignées, était écrit « Notre famille ». Lors de l'audience suivante, ce fut la première chose que Logan montra au juge. « Votre honneur, avant de commencer, j'aimerais que vous voyiez ceci. » Le juge regarda le dessin en silence, son expression habituellement sévère s'adoucissant légèrement. « Monsieur Hart, j'ai posé des questions difficiles tout au long de cette affaire, dit-il enfin. Savez-vous pourquoi? Pour protéger Hazel et Marley, j'imagine. Oui, mais aussi pour mettre ta détermination à l'épreuve. Élever des enfants qui ont subi un traumatisme profond n'est pas facile. J'avais besoin de voir que tu ne reculerais pas face aux difficultés. Je ne les abandonnerai jamais, votre honneur. Le juge hocha lentement la tête. Je te crois. Et au vu des preuves, des rapports, des conclusions de l'assistante sociale et, oui, de ce dessin, je suis prête à prendre une décision. 3 semaines plus tard, Logan se présentait à nouveau devant le tribunal, cette fois avec Hazel et Marley à ses côtés. Toutes 3 portaient des tenues habillées. Les filles étaient nerveuses mais déterminées. Hazel et Marley,
dit le juge en les regardant droit dans les yeux, j'ai une question pour vous. Souhaitez-vous que Logan Hart devienne votre père légal? Les filles se regardèrent, puis Logan, puis le juge. Oui, dirent-ils à l'unisson. Leur voix était douce mais ferme. Le juge a souri pour la première fois depuis le début du processus et a signé les papiers devant lui. Par l'autorité de ce tribunal, je déclare l'adoption finalisée. Hazel et Marley, vous êtes désormais légalement et officiellement Hazel Hart et Marley Hart. De retour à la maison, Tessa avait préparé une petite fête. Sur la table du salon se trouvaient 2 cadeaux soigneusement emballés. Les filles les ouvrirent et découvrirent des uniformes scolaires assortis, jupes plissées grises, chemisier blanc, pull bleu marine brodé de l'écusson de la Westlake Academy. Logan ramassa les uniformes et sourit. Hazel, les yeux grands ouverts d'étonnement, regarda l'uniforme avant de lever les yeux vers Logan, incrédule. « On va vraiment aller à l'école » murmura-t-elle, comme si en prononçant ces mots, l'idée pouvait s'évanouir. « Oui, demain. » Le matin suivant, Logan les accompagna fièrement à l'école. Elles portaient leurs nouveaux uniformes, arborant chacune un sac à dos choisi avec soin, violet pour Hazel, vert pour Marley. Leur démarche mêlait prudence et excitation. Devant la porte de l'école, Logan s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Es-tu prête ?» Elles hochèrent la tête, serrant fermement les bretelles de leur sac. « Je viendrai vous chercher juste après la classe », leur promit-il. À sa grande surprise, elles l'enlacèrent toutes les deux des étreintes courtes mais pleines d'intensité avant de partir main dans la main vers leur salle de classe. Plus tard, de retour à leur appartement désormais bien un foyer, Logan les trouva occupés à accrocher des pancartes faites maison sur les portes de leur chambre, Hazel Hart, entourée d'étoiles, Marley Hart, ornée de planètes. Sur le réfrigérateur, maintenu par des magnets colorés, trônait un nouveau dessin. Tous les 3 y figuraient à l'intérieur de la maison, souriant. En lettres arc-en-ciel en haut, on pouvait lire « La famille, c'est quand personne n'a peur ». Logan fit glisser son doigt sur ces mots, le cœur serré. Comme toujours, les filles avaient raison sur ce qui compte vraiment. La famille, ce n'est pas qu'un papier officiel. Ce n'est pas simplement un nom partagé. C'est créer un espace où la peur ne trouve pas sa place. C'est là que 2 petites filles, qui avaient connu la peur bien trop intimement, et un homme qui avait longtemps protégé son cœur, ont enfin trouvé ce qu'aucun d'eux n'avait jamais eu auparavant. Une maison. Une famille. Un lieu où appartenir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite. Aimez-la, pour que cette histoire puisse toucher ceux qui en ont le plus besoin.